Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je m'appelle Lucille, moi je suis l'experte interne de Casidomi et je suis en compagnie de Sandrine Dessel, nutrithérapeute. Aujourd'hui, on va vous parler de stress. On a un grand programme, mais on va attendre 2-3 petites minutes le temps que tout le monde se connecte, hein, parce qu'il y a toujours des petits retardataires ou alors vous partez, vous sortez du travail, les enfants, vous les mettez à faire leurs devoirs, donc ça prend un peu de temps. Donc, on va commencer dans 2-3 petites minutes. Je vois que ça augmente progressivement. Bonjour à tous. N'hésitez pas à écrire sur le chat si vous entendez bien. Aussi, déjà, première chose, avec Sandrine, on a fait des tests, on s'entend très bien, donc logiquement, il n'y aura pas de souci. Ça doit marcher. Ok, ça continue à monter. On va attendre encore une petite minute et puis on démarrera. Ah, chat, alors justement. Parfait le son. Merci Sarah. Comme ça, on est sûr que tout le monde nous entend. Ok, encore une petite minute. Bonjour à tous et on va commencer. J'espère que vous êtes bien installés, vous avez votre petit verre d'eau et que vous avez votre écran. Alors, le chat. On entend très bien. Bonsoir, Lauriane. Bon, on va pouvoir commencer, je pense. Et je vois que ça augmente. Euh, Allez, let's go. On y va, Sandrine? Oui, go. Alors, aujourd'hui, je suis ravie de passer un peu de temps avec vous pour notre premier webinaire chez Casidomi, avec un thème qui est super important, surtout pour cette semaine du bien-être, parce que oui, c'est la semaine du bien-être et on va prendre soin de vous avec cette présentation, avec Sandrine. On va vous parler du stress et de ce que l'on peut faire en termes d'alimentation et de supplémentation pour lutter contre ce mal du siècle, parce que c'est un véritable mal du siècle qui est responsable de nombreuses choses et on va vous en parler justement aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à écrire sur le chat pour les commentaires. Pour tout ce qui est questions, vous avez en bas à droite un onglet spécial questions et ces questions-là, on s'en servira pour la fin du webinaire. Alors, au sommaire aujourd'hui, on va d'abord faire un focus sur le stress. On va reprendre les chiffres clés, on va parler du stress, des définitions, parce qu'en fait, il y a pas mal de choses à savoir sur le stress, il y a différentes phases et il y a aussi différents types de stress et tous ne sont pas si négatifs. On va faire la différence notamment entre stress aigu et stress chronique. Ensuite, on parlera des conséquences. Les conséquences sont à la fois physiques, psychiques et psychologiques et elles dépassent souvent le simple mal de ventre. On en parlera de fond en comble avec Sandrine. Et puis, on parlera bien sûr, la dernière partie qui d'ailleurs vous intéressera le plus, j'imagine, les solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est sujet au stress et à l'anxiété? Mon assiette anti-stress. Donc, on va parler de tout ce qui est nutrition, mais aussi micronutrition avec les compléments, les suppléments. Et puis, bien sûr, on parlera un petit peu de tout ce qui est autour du mode de vie avec les autres astuces. À la fin de ce live, on aura, je pense, 10 minutes pour le Q&A. Donc, en gros, la présentation va durer à peu près 30 minutes. Je pense que 30-35 minutes, Sandrine, c'est bien ça, hein. Oui, oui, plus ou moins. Après, on fera à peu près 10 minutes de questions-réponses. Donc, comme je vous le disais, pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à écrire vos questions sur l'onglet questions qui est en bas à droite, à côté du chat. Et puis, on va pouvoir commencer. Mais d'abord, on va faire un petit rappel sur Casidomi parce que peut-être que vous nous avez rejoints sans forcément nous connaître ou alors vous avez un petit peu des questions sur Casidomi. Casidomi, c'est quoi? En fait, si on veut être très simple, c'est un supermarché en ligne, mais pas n'importe quel type de supermarché puisque c'est un supermarché de produits sains et durables. Donc, on vend à la fois des produits alimentaires, des cosmétiques, des produits de natalité, prénatalité, paranatalité, des produits pour la maison et des compléments, des suppléments, des adaptogènes, voilà, tout ce qui a trait à la santé, on adore ça chez Casidomi. Et c'est pas n'importe quel produit non plus, puisque ces produits ont été tous triés sur le volet grâce à une charte sur laquelle on a travaillé pendant 1 an avec des professionnels de la santé. Ce sont nos experts qui ont banni à peu près plus de 300 additifs et autres produits alimentaires. Donc, vous n'aurez pas tous les mêmes produits que vous pouvez retrouver sur le supermarché. L'idée, c'est vraiment qu'on vous propose des choses qui sont saines pour vous et qui restent très gourmandes. On a aussi un système d'adhésion qui est facultatif, mais qui permet de bénéficier de réductions jusqu'à moins 50% sur tous vos produits, notamment les produits que vous utilisez couramment, les pâtes, les farines, le sucre, la confiture. Et puis, on est très engagé sur l'environnement. Donc, on compense nos émissions carbone. On essaye toujours de prendre de bonnes initiatives et de faire attention à ce qu'on fait. On a un catalogue qui est à 98% végétarien.
D'ailleurs, notre marque propre, elle est 100% végétalienne. On utilise des matériaux recyclés et recyclables pour l'envoi de nos colis. Donc, quand vous recevez nos colis, vous allez voir que ce qui va protéger le colis, c'est des cartons d'anciens fournisseurs, c'est des morceaux de carton, en fait, de ce que nous ont envoyé nos fournisseurs. Et on est certifié Bicorp. Donc, simplement, en trois commandes, vous avez rentabilisé votre adhésion et en moyenne, sur une année, vous économisez à peu près 300 € sur les courses bio. Donc, ce n'est pas anodin, surtout quand on connaît le contexte actuel. Et ensuite, je vais laisser la parole à Sandrine. Alors, bonsoir à tous. Donc, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Je m'appelle Sandrine Decel, je suis nutrithérapeute dans le Brabant Wallon en Belgique. Et avant de choisir cette voie, en fait, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans la communication dans le secteur bancaire comme cadre supérieur. Et un jour, je me suis écroulée, j'ai fait un burn-out. Comme beaucoup, moi, j'ai pensé que ça n'arrivait qu'aux autres. Et puis, je ne l'ai pas vu du tout arriver. Et si je m'en suis sortie, c'est entre autres grâce à la nutrithérapie qui m'a permis d'échapper à tous les médicaments qu'on peut prescrire dans ces cas-là, les anxiolytiques, les somnifères, les antidépresseurs, etc. Et suite à ce burn-out, j'ai décidé de me réorienter, de changer complètement de vie. Et je me suis intéressée à la nutrithérapie. Enfin, quand je dis je me suis intéressée, c'est pas tout à fait vrai. Je m'y intéressais déjà depuis 20 ans puisque mon fils avait des allergies et que c'est aussi quelque chose qui l'a beaucoup aidé. Et donc, à un moment donné, j'ai choisi de me former et de me consacrer à ma passion. Et donc, ça me réjouit tout particulièrement de vous faire partager quelques clés ce soir pour mieux comprendre le stress. Alors, on va commencer par un focus sur le stress et notamment par quelques chiffres. Alors, ces chiffres, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que 60% des Français ont le sentiment d'avoir été stressés au cours des 6 derniers mois. Il faut savoir que ce chiffre augmente d'année en année et avec le Covid, ça n'a rien arrangé. Les femmes, on est à 68%, donc les femmes sont encore plus stressées que les hommes. Et si vous voyez, on arrive à 70% chez les jeunes, ce qui est quand même dramatique. Et là, il y a une véritable augmentation suite au Covid. Il y a eu vraiment un boom du stress chez les jeunes. Alors, pour commencer, peut-être ce qui est important, c'est de comprendre c'est quoi le stress. C'est quoi la définition d'un stress? Alors, le stress, c'est lié à ce qui est ressenti comme une menace pour la survie à la base. Le stress, il apparaît lorsqu'on doit faire face à une situation qu'on n'a pas pu prévoir, qu'on n'a pas pu anticiper, ou qu'on a l'impression de ne plus contrôler du tout la situation, donc on perd les pédales en fait. Donc ça va engendrer une perturbation psychique, une perturbation physique et psychologique. Et en fait, il y a toute une série de mécanismes qui vont se mettre en œuvre pour qu'on puisse s'adapter à l'événement qu'on a vécu comme stressant. Alors, les réactions d'adaptation, elles vont être différentes selon les individus. Et donc, vous et moi, on ne va pas réagir nécessairement de la même manière et on n'aura pas le même niveau de stress par rapport à une certaine situation. Et la dernière chose qui est important quand même de préciser, c'est que le stress a souvent une connotation négative dans notre société. Mais il faut savoir qu'à la base, c'est quand même une réaction physiologique normale. Alors, c'est quoi cette réaction physiologique? Eh bien, le stress, au départ, c'est un mécanisme naturel. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner un exemple basé plutôt sur la nature, mais dans la nature, par exemple, quand une antilope se fait attaquer par un lion, ça va engendrer vraiment un stress aigu chez l'animal. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a une émission de ce qu'on appelle la noradrénaline, donc qui est l'émetteur du stress, si vous voulez, et cette noradrénaline, elle est émise par des glandes surrénales. Donc, ce sont des petites glandes que tout le monde a au-dessus des reins. Alors, l'émission de noradrénaline, elle va en fait déclencher un ensemble de mécanismes pour mobiliser le corps de l'antilope et lui permettre de répondre à l'attaque. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il va y avoir une vasodilatation, ce qui va mettre les muscles de l'antilope sous tension. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre de courir plus vite, en fait. Sa glycémie va augmenter, donc ça veut dire que son taux de sucre dans le sang augmente et que ça va donner davantage d'énergie à ses muscles. La tension artérielle va augmenter et ça va permettre d'augmenter son débit cérébral sanguin et donc qu'elle soit plus vigilante. On va aussi avoir une augmentation de la fréquence cardiaque.
ce qui va permettre en fait de délivrer plus vite les calories et l'oxygène aux muscles, hein, donc comme ça, elle peut courir plus vite. Et on va avoir une bronchodilatation, donc ce qui va lui permettre d'avoir plus d'oxygène. Donc, vous voyez que toutes les fonctions se modifient pour lui permettre de réagir au mieux à l'attaque. Et de la même manière, par exemple, ses fonctions de digestion et ses fonctions d'excrétion vont se mettre en veille pour lui permettre vraiment de mettre uniquement les fonctions essentielles à disposition. Donc, ça vous permet de voir que la première réaction au stress est une réaction naturelle, physiologique et quelque part positive. Alors, il y a différentes phases, par contre, au stress. Donc, dans la nature, qu'est-ce qui va se passer lorsque… Oh, pardon, je me suis trompée. Non, voilà, excusez-moi. Donc, il y a différentes phases au stress. Alors, la première phase, c'est le stress aigu, c'est ce qu'on vient de voir, et c'est la phase d'alarme. Donc, c'est la phase qui nous permet de réagir le mieux à un stress ponctuel. Mais ce qui se passe, c'est que dans l'exemple que je viens de vous donner, l'antilope, une fois qu'elle est sauvée, une fois qu'elle est tirée d'affaire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se reposer, elle va dormir, elle va récupérer et toutes ses fonctions vont se remettre à fonctionner normalement. Donc, c'est un stress très passager. Malheureusement, nous, aujourd'hui, nous sommes confrontés à des stress, qui soient personnels ou professionnels d'ailleurs, qui vont se prolonger souvent dans la durée. Et donc, notre organisme n'entre pas en phase de récupération. On continue à lutter et on continue à tenter de s'adapter à la situation. À ce moment-là, on entre donc dans la deuxième phase du stress que vous voyez ici, qui est la phase de résistance. Dans cette phase de résistance, que se passe-t-il? La soupape de sécurité explose et à ce moment-là, c'est toute une série de troubles qui apparaissent et c'est ce qu'on appelle en fait le stress chronique. Si le stress se prolonge encore anormalement ou qui devient de plus en plus intense, l'organisme à un moment donné va être complètement dépassé, il n'arrive plus à s'adapter et donc là, on a des troubles qui soient physiologiques ou psychiques ou physiques qui sont de plus en plus graves. On les verra d'ailleurs en détail tout à l'heure. Et le stade ultime de l'épuisement, c'est évidemment le fameux burn-out. Alors, on va voir ici un petit peu plus en détail sur ce schéma les différents mécanismes qui interviennent dans les trois phases, enfin les 3 ou les 4 phases principales. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Quelles sont les différentes modifications qui vont apparaître? Alors, si vous regardez ici à gauche, donc la phase d'alarme ici en vert, nous allons sécréter beaucoup d'adrénaline. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué là tout de suite. C'est cette production d'adrénaline qui va provoquer tous les mécanismes de défense qu'on a vus chez l'antilope, par exemple. Vous voyez ici donc la ligne bleu foncé, donc qui vous montre l'évolution de l'adrénaline au fur et à mesure des phases. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'en fait, le fait d'avoir beaucoup de sécrétion d'adrénaline va provoquer une chute progressive du magnésium que vous voyez juste en dessous en rose. Donc, vous voyez que là, le magnésium chute très, très rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire, cette chute de magnésium, et quel est le mécanisme qui est derrière? C'est important à comprendre. Donc, on a vu que dans le stress, on va émettre de la noradrénaline. Alors, la noradrénaline, en fait, elle ne peut pas traverser les membranes lipidiques de nos cellules. Donc, elle va avoir besoin d'utiliser un messager. Ce messager, c'est le calcium. Alors, le calcium, vous le voyez tout en haut du schéma. Il va entrer donc massivement dans les cellules en cas de stress et ça va entraîner une sortie massive de magnésium. Donc, c'est les petites cases oranges. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours garder un équilibre dans la cellule. Comme le magnésium est vital, les cellules possèdent des transporteurs qui vont essayer de recapter une partie du magnésium qui a été éliminé, mais le recaptage n'est jamais total. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez à droite le magnésium circulant qui va augmenter dans le sang. Okay. Et le rein, à ce moment-là, dont le rôle, lui, est d'éliminer les déchets,
mais aussi, alors là je vais utiliser un terme plus technique, de conserver l'homéostasie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait le rein doit stabiliser simplement les niveaux sanguins des molécules dans le sang. Et donc, qu'est-ce qui se passe? S'il y a trop de magnésium, il va éliminer ce magnésium et donc vous allez simplement l'excréter dans les urines. Alors, ce qui est important, c'est que comme le magnésium est l'inhibiteur calcique physiologique, donc ça veut dire qu'en fait, c'est lui qui va moduler la quantité de calcium qui rentre dans la cellule. Okay? Donc, si votre niveau de magnésium baisse dans la cellule, pour un même stress, on va faire entrer plus de calcium dans la cellule. Et donc, le corollaire, c'est que plus de magnésium va sortir. Et donc, en fait, c'est un cercle vicieux. Le stress a tendance à s'auto-amplifier. Alors, le premier effet du stress, c'est donc de créer un déficit en fait en magnésium. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce phénomène de déficit en magnésium, il va être d'autant plus marqué que le stress a coûté de l'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginez que vous êtes dans un embouteillage, vous avez un automobiliste qui klaxonne, ça va vous énerver, ça va vous stresser. Mais vous ne pouvez pas fuir, vous ne pouvez pas sortir de votre voiture et la laisser là, vous ne pouvez pas sortir et lui donner un bon coup de poing. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous allez intérioriser ce stress, il va se retourner contre vous et ça va provoquer des tensions musculaires. Donc, la première chose à retenir ici de ce slide, c'est que pour combattre le stress, c'est important d'avoir un taux optimal de magnésium. Alors, ici, je reprends mon premier schéma. Donc, on a parlé de l'adrénaline, on a parlé du magnésium. Maintenant, je vais vous parler du cortisol. Donc, ici, c'est la ligne rouge. Donc, en fait, après la sécrétion de l'adrénaline, dans la phase de résistance, on va continuer à en sécréter, mais en moindre quantité. Et c'est une autre hormone qui va prendre le relais, c'est le cortisol. Et ce cortisol, vous voyez qu'il augmente progressivement. Le cortisol, donc c'est l'hormone de résistance au stress. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et donc, vous voyez ici dans ce deuxième schéma qu'il peut augmenter à des taux très élevés dans la phase de résistance, qu'on va appeler aussi d'ailleurs le burn-in. Et ces taux élevés de cortisol, ils vont se traduire par quoi? Ils vont se traduire par une irritabilité grandissante. Donc, on devient vraiment irritable, on devient anxieux, on se sent très agité et alors, c'est un phénomène aussi, on ne ressent plus la fatigue. Alors que la fatigue est en train d'augmenter, on a l'impression d'être speedé, entre guillemets. Par contre, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Les glandes surrénales, donc ces fameuses petites glandes au-dessus des reins, qui sécrètent ce cortisol, à un moment donné, elles s'épuisent. Et quand elles s'épuisent, qu'est-ce qui se passe? Le taux de cortisol, il va chuter. Il va chuter, et ça, c'est dans la dernière phase, il va chuter soit très brusquement, et il va arriver à un taux quasi nul. C'est ce qu'on appelle vraiment le burn-out. Donc, le burn-out, il faut savoir que la définition physiologique du burn-out, c'est quand on n'a plus de cortisol ou quasiment plus. Alors, on ne peut pas ne plus en avoir parce que sinon on est mort, mais en tout cas, on n'en a plus beaucoup. Sinon, il peut aussi diminuer de façon plus progressive et on est alors plutôt dans des phénomènes d'épuisement. Alors, dans cette phase-là, qu'est-ce qu'on ressent? Les symptômes sont tout à fait différents. On va plutôt avoir un manque d'énergie, une fatigue du matin au soir. Donc, ça, c'est vraiment, on est fatigué en se levant, on est fatigué en se couchant. Et c'est encore plus marqué après le repas de midi. Donc, en général, quand on est carencé en cortisol, on a besoin d'une sieste après le repas de midi. On est en manque de concentration. On peut même avoir l'impression parfois d'être dans une sorte de brouillard. On va avoir des réveils pendant la nuit, pendant plusieurs heures. Ça, c'est typique aussi des carences en cortisol. On peut ressentir des sensations de faiblesse musculaire qui peuvent aller jusqu'à des symptômes grippaux. Donc, on peut avoir l'impression d'avoir des courbatures, des tensions dans tout le corps. Et en fait, un cortisol effondré, c'est aussi caractéristique des maladies comme la fibromyalgie ou les fatigues chroniques.
Je reprends toujours mon fameux slide avec les différentes phases et les différents éléments impliqués. Donc, on a parlé du cortisol, du magnésium, de l'adrénaline. Il nous reste 2 éléments, la sérotonine et la dopamine. Alors, la sérotonine et la dopamine, ce sont ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. C'est quoi un neurotransmetteur? C'est un messager chimique qui assure la transmission de l'information entre 2 cellules nerveuses, c'est-à-dire entre 2 neurones en fait. Ici, vous voyez donc la sérotonine et vous voyez que dans la phase de résistance, elle augmente très fortement. Pourquoi? Parce qu'en fait, la sérotonine, c'est le neurotransmetteur qui assure en fait le calme, la sérénité. On l'appelle parfois d'ailleurs l'hormone du bonheur. Et elle agit comme une sorte de frein. Donc forcément, dans cette phase de résistance, on en a besoin en grande quantité pour faire face au stress prolongé. Mais de la même manière, à un moment donné, vous voyez, quand on rentre en phase d'épuisement, eh bien, la sérotonine va aussi s'effondrer. Et la dernière ligne, donc bleu ciel, c'est la dopamine. Donc la dopamine, c'est l'inverse de la sérotonine. Donc la sérotonine, c'est votre frein, la dopamine, c'est votre accélérateur. Donc la dopamine, elle est responsable plutôt de votre motivation, de la concentration, et c'est l'hormone qui va, enfin c'est le neurotransmetteur qui va s'épuiser en dernier lieu. Alors en fait, il faut savoir que la dopamine, elle n'est produite que sur base des protéines qu'on mange en première moitié de journée. Pourquoi? Parce que dans les protéines, vous avez un acide aminé qui compose ces protéines qui s'appelle de la tyrosine. Et c'est la tyrosine qui va à un moment donné être transformée en dopamine. Qu'est-ce qui se passe quand on est carencé en dopamine? Typiquement, on a des addictions. Alors, quels sont les symptômes qui peuvent vous faire penser que vous avez une carence en dopamine? D'abord, c'est on se sent de plus en plus indifférent. En fait. On a de moins en moins envie de faire quoi que ce soit, on procrastine, on reporte tout. On n'a plus tellement envie de sortir de chez soi, on se replie sous la couette, tout nous paraît compliqué. La libido est plutôt en berne. On se sent bien en fait dans une vie monotone et très routinière. Alors, on peut avoir des troubles de l'attention, de la mémoire, difficile à exprimer quelque chose, une pensée. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, surtout, on va être attiré par tout ce qui peut être addictif, donc l'alcool, le tabac, le chocolat, le café, je dirais même le sport, qui est une addiction comme les autres chez certaines personnes. Et enfin, le syndrome des jambes sans repos, donc qui est quelque chose de très particulier, mais donc où les personnes ont les jambes qui bougent pendant la nuit et ça engendre un très mauvais sommeil, c'est aussi lié à une carence en dopamine. Alors, ensuite, la sérotonine. Donc, la sérotonine, c'est notre fameux frein. C'est aussi le précurseur de la mélatonine, qui est, elle, l'hormone du sommeil réparateur. Donc, la sérotonine, on va la produire plutôt en fin de journée. Donc, entre 16 et 18 heures, c'est notre production de sérotonine. Quand on est en manque de sérotonine, on va à l'inverse avoir plutôt un tempérament compulsif. Ça veut dire quoi? Donc, qu'est-ce qui peut vous faire penser que vous êtes carencé en sérotonine? Eh bien, typiquement, ce sont les troubles du sommeil en début, mais aussi en fin de nuit. Donc, on a du mal à s'endormir et on se réveille très tôt. Alors, il y a l'attirance, donc je parlais des compulsions. Ce qui est très typique d'un manque de sérotonine, c'est d'être attiré vers les produits sucrés, un petit verre de vin, mais à un moment bien particulier de la journée, c'est le moment où on sécrète la sérotonine, c'est-à-dire en fin d'après-midi ou le soir. Comme vous en manquez, à ce moment-là, vous êtes attiré par ces aliments-là qui sont en fait sérotoninergiques, c'est-à-dire qui miment l'effet de la sérotonine en fait. Alors, vous allez aussi être beaucoup plus irritable, impulsif et beaucoup moins bien supporter la frustration. On réagit au quart de tour. Alors, il y a un tempérament un petit peu dépressif qui s'installe, mais avec derrière beaucoup de colère et d'irritabilité. Donc, ce n'est pas juste une dépression avec des pleurs et de la tristesse, mais c'est aussi avec de la colère. On devient exigeant, parfois jusqu'au perfectionnisme, et à l'extrême, vraiment avec des grosses carences en sérotonine, ça peut aller jusqu'à des crises de panique ou même des tendances suicidaires.
Voilà, donc on a parlé un petit peu de tous les mécanismes qui se cachent derrière le stress. Et maintenant, je vais vous détailler quelles sont les conséquences que peuvent avoir toutes ces carences et tous ces manques finalement. Alors, la première chose qui peut se produire, c'est l'hypertension. Pourquoi? Parce qu'en fait, le stress va contracter les vaisseaux sanguins. Il va favoriser l'augmentation de la pression artérielle. Et d'ailleurs, ça se ressent bien parce que c'est un sentiment qui s'accompagne en général de palpitations, un sentiment de blocage de la respiration. Donc, on l'a tous déjà ressenti quand on a des gros stress. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut se prolonger dans le temps aussi. Au niveau de l'estomac, le stress va augmenter la production d'acide gastrique. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des sensations de brûlure à l'estomac qui sont uniquement dues au stress. Et le stress va aussi freiner la digestion et donc peut provoquer des maux d'estomac. Donc, on s'en rend compte parce que tout le monde a eu le cas avant un examen, avant quelque chose d'important où on a très mal au ventre, on a mal à l'estomac de stress. Mais quand c'est sur la durée, on n'attribue pas toujours ça justement au stress. Au niveau de l'immunité, les vitamines et les nutriments qui sont en fait nécessaires à notre immunité vont être utilisés par le stress. Et qu'est-ce qui se passe? Le système immunitaire se déprime progressivement et donc on devient aussi plus sensible aux infections diverses et variées. Les tensions musculaires, on en a parlé, ça c'est lié plutôt à la carence en magnésium qui accompagne le stress. Et le stress va aussi favoriser des phénomènes inflammatoires et notamment au niveau intestinal. C'est très embêtant parce qu'en déséquilibrant la flore intestinale, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les neurotransmetteurs sont sécrétés en grande partie par les cellules nerveuses de l'intestin. Et donc, à partir du moment où la flore intestinale est déséquilibrée, ça va entretenir en fait le stress et on se retrouve dans un cercle vicieux. Alors, la dernière chose, c'est l'hyperglycémie. Ça veut dire que le stress augmente le taux de sucre dans le sang. C'est physiologique, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Chez l'antilope, c'est pour donner de l'énergie aux muscles, en fait. Mais le problème, c'est que cette hyperglycémie, quand elle se prolonge, qu'est-ce qu'on observe? On a une prise de poids ou ça peut aller jusqu'à la résistance à l'insuline ou du diabète. Alors, le stress n'a pas que des conséquences physiques, il a aussi des conséquences psychiques et psychologiques. Le stress va provoquer, par exemple, des difficultés d'endormissement, comme on l'a vu tout à l'heure, suite au manque de sérotonine, ou des réveils pendant la nuit assez longs, suite à l'augmentation du cortisol. Alors, le cortisol va aussi diminuer la production d'un autre neurotransmetteur. Je ne suis pas rentrée trop dans les détails, mais donc va aussi diminuer la production d'un neurotransmetteur qui est le GABA. Et le GABA, c'est un neurotransmetteur qui a un rôle sédatif plutôt et anxiolytique naturel. Donc forcément, à partir du moment où son taux diminue, le stress va provoquer aussi de l'anxiété. Alors, on peut observer des états de brouillard mental, des pertes de mémoire, de concentration. Et le manque de sérotonine et de dopamine peuvent aussi instaurer des vrais états dépressifs, des états de tristesse, des pleurs incontrôlables et ce genre de choses. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Et les solutions ne sont finalement pas toujours très compliquées à mettre en œuvre. Alors, d'abord, on va parler de notre assiette anti-stress. Qu'est-ce qu'on va faire dans notre assiette anti-stress? La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vais boire un petit peu. Voilà. Donc, dans notre assiette anti-stress, on va augmenter le plus possible les aliments riches en magnésium. Les aliments riches en magnésium, c'est-à-dire que on va essayer de boire des eaux riches en magnésium, par exemple. Je ne vais pas donner de marque, mais voilà, il y a plusieurs eaux qui existent sur le marché qui sont riches en magnésium. Alors, ne buvez pas que ça, parce qu'à force, ça fatigue les reins, mais en tout cas, essayez d'en boire régulièrement. Alors, on peut penser aussi pour le magnésium aux céréales complètes, donc le riz complet, les pâtes complètes, etc. Alors ça, choisissez-les toujours bio. Il faut savoir que donc, les pesticides restent dans l'écorce des céréales. Et donc, quand vous mangez des céréales complètes, mangez-les bio.
aux légumes verts à feuilles aussi, comme par exemple les épinards, etc. On pense aussi à la banane, qui est riche en magnésium, mais qui est aussi riche en tryptophane. Alors ça, j'en ai pas encore parlé non plus, mais le tryptophane, c'est le précurseur de la sérotonine. Donc c'est lui qu'on va absorber et c'est lui qui va à un moment donné se transformer en sérotonine. Alors ça, c'est tout ce qu'on peut faire pour enrichir notre alimentation en magnésium. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est d'éviter d'en perdre, de l'excréter. Or, il faut savoir que le café et le coca, typiquement, vont provoquer une excrétion urinaire du magnésium. Et on va aussi, dans la mesure du possible, éviter les produits laitiers, alors pour plein d'autres raisons, mais aussi parce qu'ils sont riches en phosphore et que ça provoque une mauvaise assimilation du magnésium. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est d'augmenter fortement ses apports en oméga 3 dans l'alimentation. Quels sont les oméga 3? Alors, les oméga 3, c'est une forme de graisse. Donc, vous en avez plusieurs, les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9. Ce sont toutes des graisses avec une structure moléculaire différente. Ce qui est important à savoir, c'est que dans les oméga 3, et ce qui est intéressant dans les oméga 3, c'est que ce sont des graisses à structure moléculaire flexible, souple en fait. Or, en fait, les neurones sont composés, sont une double couche lipidique, si vous voulez, donc une double couche de graisse qui forme les neurones. Donc, ce n'est pas compliqué à expliquer que si vous avez deux neurones qui sont complètement rigides, le flux d'informations va moins bien passer entre les deux neurones que si vous avez des neurones qui sont tout à fait souples. Et pour avoir des neurones souples, c'est important de consommer des oméga 3. Alors, vous allez les trouver où, ces oméga 3? Vous allez les trouver, entre autres, dans les petits poissons gras comme les sardines, les harengs, les maquereaux, le saumon aussi, mais que je ne conseille pas plus d'une fois par semaine, en tout cas, parce qu'il est très riche en métaux lourds. Et alors, également dans les huiles. Donc, vous avez plusieurs huiles qui sont très riches en oméga 3. Par ordre, on va dire plus ou moins, vous avez le lin, la cameline, le colza et l'huile de noix. Alors, l'huile de lin et la cameline sont parfois un peu plus compliquées au niveau du goût, mais en tout cas, le colza et la noix, ça passe en général chez tout le monde. Le troisième point important, c'est d'éviter l'alcool et les glucides rapides. Alors, pourquoi? Comme je vous l'ai dit en 2 mots tout à l'heure, en fait, l'alcool et les glucides rapides ont un effet sérotoninergique. Donc, ça veut dire que, en fait, quand vous êtes carencé en sérotonine, vous allez en avoir envie, ça c'est sûr, et surtout en fin d'après-midi. Mais le problème, c'est qu'en fait, vous allez en avoir besoin de plus en plus pour avoir le même effet. Donc, c'est une sorte de cercle vicieux. Et en plus, le fait de consommer de l'alcool et des glucides rapides, il faut savoir que ça freine complètement la production de cortisol et ça empêche la transformation de la tyrosine en dopamine. Donc, voilà, ça perturbe beaucoup de mécanismes neuronaux. Et le dernier point, c'est essayer d'ajouter des polyphénols à chaque repas. Les polyphénols, en fait, c'est tout simplement des substances qui sont produites naturellement par les plantes et qui leur permettent de se défendre. Et chez nous, elles vont avoir un effet antioxydant et un effet neuroprotecteur. Donc, elles vont protéger nos neurones. Et vous allez les retrouver, c'est souvent dans des aliments très colorés, mais comme les fruits rouges, les fraises, les myrtilles, etc. Vous allez en trouver beaucoup dans le thé vert, donc buvez du thé vert, c'est important, beaucoup plus que de boire du café qui va vous faire excréter votre magnésium, donc vraiment foncez sur le thé vert. L'artichaut et les épinards dans les légumes, et pourquoi pas un petit verre de vin rouge de temps en temps. Donc j'ai dit d'éviter l'alcool, voilà, après ça n'empêche pas de se faire un petit plaisir de temps en temps. Alors, maintenant de manière concrète dans votre assiette, qu'est-ce que vous allez mettre selon les différents repas de la journée? Donc ici, on est un peu plus dans de la chrononutrition. Le matin, il est important de manger protéiné. Pourquoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, la dopamine, elle n'est produite que sur base... la dopamine n'est produite que sur base des protéines que vous allez consommer en première moitié de journée.
Donc, c'est important de trouver des protéines. Alors, des protéines, vous allez en trouver dans les œufs, par exemple. Ça, c'est vraiment une protéine de choix. Vous allez en trouver aussi dans les fromages que je vous conseille de choisir plutôt à pâte dure, type comté, Emmental. C'est riche en protéines, mais c'est pauvre en lactose, donc c'est plus intéressant. Vous pouvez aussi aller vers des charcuteries maigres pour ceux qui consomment de la viande ou des protéines végétales comme du houmous pour les végétariens, par exemple. Alors, on va accompagner avec du bon gras, par exemple des avocats, des olives et une huile riche en oméga 3. Pourquoi? Donc, comme je l'ai dit, les oméga 3 sont fondamentaux pour le bon fonctionnement des neurones. Et donc, on va, entre autres, ça a beaucoup d'autres vertus, mais bon, ici, on parle plutôt du stress. Donc, on va essayer vraiment d'en mettre dans tous nos repas, ces huiles riches en oméga 3. Je vais peut-être juste faire une petite parenthèse que ces huiles sont des huiles qui ne se cuisent pas, donc qui se consomment uniquement crues et qui se conservent au frigo. Ça serait très important aussi parce que ça s'oxyde très, très vite. Donc, dans notre assiette, on va avoir des protéines, on va avoir notre bon gras et on va avoir aussi un petit peu de légumes. Alors, pourquoi est-ce qu'on met des légumes? Parce qu'en fait, les protéines sont importantes, mais elles sont acidifiantes pour l'organisme. Donc, on va rajouter des légumes qui vont, eux, basifier. Donc, on rétablit en fait l'équilibre acido-basique. Une autre version qui est vraiment la version rapide, pressée, alors à ne pas faire tous les jours, mais quand on n'a vraiment pas le temps, c'est simplement du skyr ou du yaourt de soja auquel vous ajoutez des graines de chia, des oléagineux et vous avez quelque chose qui peut vous aider à tenir les jours où vous n'avez pas le temps de préparer un vrai petit déjeuner. Le lunch. Alors, le lunch, on va l'organiser aussi autour des protéines, toujours pour notre fameuse tyrosine et notre fameuse dopamine. Et on va les accompagner de beaucoup de légumes, toujours notre huile riche en oméga 3 et un petit peu de glucides à IG bas, donc par exemple du riz complet, du quinoa, des choses comme ça. Ça, c'est plutôt pour notre production de sérotonine. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger? En fait, un peu tout. Je veux dire, ça peut être sous forme de, ça peut être chaud, ça peut être froid, donc ça peut être une grande salade composée. Alors, les salades composées, juste faites attention, souvent le grand problème chez les femmes, c'est les salades composées, c'est juste de la salade. Donc, ce qui fait la satiété, c'est les protéines et c'est le gras. Donc, quand vous mangez une salade le midi, veillez à ce qu'il y ait suffisamment de protéines et suffisamment de gras dans votre salade. Sinon, voilà, vous pouvez faire un plat chaud également, donc soit de viande, soit de poisson, soit une protéine végétale, du corn, du tempeh, peu importe, un mélange riz, lentilles, mais c'est important d'avoir votre quota de protéines. Une solution facile aussi, par exemple, pour remplacer le traditionnel sandwich qu'on avale en vitesse, c'est les wraps. Donc, les wraps, vous aurez beaucoup moins de glucides, beaucoup plus de protéines. Donc, vous les remplissez bien de légumes, vous les tartinez de guacamole et vous mettez vos dés de tofu ou vos dés de poulet, enfin, peu importe, je veux dire, vos protéines dans votre wrap. Vous voyez ici le troisième élément, c'est le goûter. Alors, le goûter, ce n'est pas une option. Donc, ce n'est pas je le prends de temps en temps ou le goûter, c'est un repas vraiment à part entière et qui a toute son importance. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le bon moment de la journée pour manger un petit peu de sucre et ça va en fait booster notre production de sérotonine. Qu'est-ce qu'on va manger comme sucre? Le meilleur sucre qu'on puisse trouver, c'est-à-dire un fruit. Donc là, vous prenez un fruit de saison, peu importe lequel. Et par contre, vous allez toujours accompagner ce fruit de bon gras, donc d'oléagineux par exemple, comme les amandes, les noix. Les noix de cajou sont très intéressantes parce qu'elles sont riches en tryptophane, donc le fameux précurseur de la sérotonine. Et éventuellement, on peut ajouter un petit morceau de chocolat noir à 70%, qui est lui riche en magnésium par contre. Donc là, on a le goûter parfait. Juste le petit détail, donc pourquoi on met des oléagineux avec le fruit, c'est plus une question, c'est pour éviter un pic glycémique. Donc c'est pour éviter que la glycémie du fruit fasse augmenter trop le taux de sucre dans le sang. Et le dernier élément de notre journée, ce sera le dîner. Et donc le dîner,
ce qui est vraiment fondamental, c'est d'éviter à tout prix les protéines animales. Donc, le souper, le dîner, il sera végétarien. OK. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous reconsommez des protéines animales, et là, ce serait compliqué de rentrer vraiment dans tous les mécanismes, mais vous allez bloquer la production de sérotonine. Donc, vous avez initié avec le goûter, et si vous mangez des protéines animales le soir, vous allez en fait bloquer cette production de sérotonine, avec pour conséquence un mauvais sommeil. Donc, moi, j'ai beaucoup de patients qui dorment beaucoup mieux, déjà rien qu'en supprimant la viande le soir. Alors, on fonce sur les légumes, donc on va avoir un repas vraiment axé sur les légumes, sur les glucides, de nouveau à index glycémique bas, et sur les protéines végétales. Donc, par exemple, vous pouvez faire des woks de légumes avec du tofu, avec un peu de riz complet. Ce qui fonctionne très bien en été, c'est ce que j'appelle un peu les apéritifs dînatoires. Donc, vous vous faites un petit buffet de tapenade, guacamole ou mousse, et vous faites trempette avec des crudités ou avec des petites tartines de pain des fleurs, des choses comme ça. En hiver, l'idéal, c'est par exemple les soupes de légumes. Vous les faites vraiment bien épaisses, et bonnes soupes de légumes, et dans lesquelles vous rajoutez des pois chiches ou des lentilles pour avoir quand même un élément à mâcher pour la satiété. Et là, vous avez le souper parfait. Alors, faites-moi confiance. Parfois, on me dit « Oh, mais c'est très léger comme souper, c'est très léger. » J'ai dit souper parce que je suis en Belgique, hein, mais donc c'est comme dîner. Mais en fait, faites-moi confiance. Si vous mangez, comme je viens d'expliquer, le reste de la journée, vous aurez très peu faim le soir, voire même pas faim du tout. Donc, c'est vraiment bien, et ça vous permet de faire un dîner léger et d'avoir un très bon sommeil. Alors ça, c'est tout ce qui est ce qu'on peut faire dans notre alimentation, mais l'alimentation ne suffit pas toujours. Donc c'est pour ça qu'on utilise d'ailleurs des compléments. De là viennent leur nom d'ailleurs de compléments alimentaires. Ils viennent en complément à ce qu'on ne trouve pas dans l'alimentation. Ici, je vous ai mis les compléments indispensables, entre guillemets, ou les compléments de base. Il y en a évidemment beaucoup d'autres en fonction des cas spécifiques. Ici, je vous parle évidemment du magnésium. On en a parlé tout au long de la présentation. C'est le must. Il faut savoir que 80% de la population est carencée, même en ayant une alimentation la plus équilibrée possible. Et surtout les femmes avec les œstrogènes qui surconsomment le magnésium, vous allez j'ai envie de dire que vous avez une carence moyenne de 200 mg par jour, même si vous avez une alimentation tout à fait équilibrée. Donc, en cas de carence, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord choisir un magnésium qui est assimilable et qui est non irritant pour les intestins. Donc ça, faites très attention, il y a des formes de magnésium qui peuvent provoquer des dérangements intestinaux. Par exemple, ici, je parle de glycérophosphate, il y a aussi le bisglycinate qui est intéressant. Et on peut aller jusqu'à 600 mg pendant un mois pour récupérer une grosse carence. Et puis, la dose d'entretien, on est entre 200 et 400 mg en fonction de l'alimentation qu'on a évidemment à côté. Le deuxième complément, c'est les oméga 3. Hein. Donc, on en a beaucoup parlé aussi pour assurer la fluidité des neurones, mais aussi parce que les oméga 3 ont un effet anti-inflammatoire et parce qu'ils sont précurseurs des fameux neurotransmetteurs. Alors, normalement, si vous mangez 3 fois les petits poissons gras par semaine et si vous utilisez, on va dire, 4 cuillères d'huile riche en oméga 3 par jour, vous devriez avoir votre dose d'oméga 3 recommandée. Maintenant, il faut savoir qu'aujourd'hui, au lieu de 1 pour 6, 1 pour 4, on est à peu près à 15 à 20 fois, on consomme 15 à 20 oméga 6 pour un oméga 3, ce qui est beaucoup trop. Maintenant, donc, si vous n'arrivez pas à consommer donc, ces aliments-là, vous pouvez vous supplémenter en oméga 3 de 500 mg à 2 grammes par jour en fonction des cas. Les vitamines B, elles sont vraiment fondamentales dans la gestion du stress. Pourquoi? Parce qu'elles interviennent comme cofacteurs. Donc, ça veut dire cofacteur, c'est quoi? Ça veut dire que c'est un élément important pour la transformation d'un élément de base en élément final. Je m'explique. Je vous ai dit tout à l'heure que la tyrosine, par exemple, se transformait en dopamine. Eh bien, pour se transformer, elle a besoin de cofacteurs, entre autres le fer, le magnésium et certaines vitamines B. Donc,
voilà, les vitamines B sont intéressantes et ça ne sert à rien d'en prendre, donc de prendre juste de la B6, juste de la B9, juste de la B12. Elles travaillent en fait souvent en équipe et donc c'est important de prendre un complément qui rassemble plusieurs vitamines B et de prendre du magnésium qui va les activer. Donc c'est le magnésium qui va permettre de rendre les vitamines B actives. Les probiotiques. Alors, les probiotiques, mais on a vu aussi que le stress déséquilibre la flore intestinale et donc les probiotiques vont nous permettre d'optimiser le fonctionnement intestinal. Et il faut savoir que 80% de la sérotonine est produite par les cellules nerveuses de l'intestin. Alors, qu'est-ce que vous pouvez choisir comme probiotique? Choisir surtout des gélules gastro-résistantes, ça c'est important pour que les souches arrivent vivantes dans l'intestin. Est composé de lactobacilles et de bifidus. Et vous pouvez prendre une gélule à jeun ou juste avant d'aller dormir en cure. Le dernier élément que j'ai mis ici, ce sont les plantes adaptogènes, donc la rhodiola ou la ashwagandha en particulier. Donc, ce sont des plantes intéressantes vraiment dans la gestion du stress. On a d'excellents résultats. La rhodiola, on va plutôt l'utiliser en phase de résistance. Donc, pourquoi? Parce qu'elle va améliorer la résistance de l'organisme au stress. Elle va agir sur la fatigue physique et mentale. Et du coup, on la prend plutôt le matin. Et l'ashwagandha, par contre, on va l'utiliser plutôt en phase d'épuisement. Parce que lui, il va nous permettre de réguler le taux de cortisol et il va améliorer le sommeil. Et ça, par contre, du coup, c'est plutôt à prendre fin de journée, au moment du goûter, par exemple. Juste faire attention que les plantes adaptogènes comme ça ne doivent jamais se prendre plus d'un mois en continu. Donc, si vous les prenez plus d'un mois, il faut faire ce qu'on appelle des fenêtres thérapeutiques. Donc, ça veut dire, par exemple, vous les prenez du lundi au vendredi et vous ne les prenez pas le samedi et le dimanche. Alors, pour terminer, je vous ai fait un petit slide sur les autres astuces aussi, les autres choses importantes qui peuvent vous aider dans la régulation du stress. Il n'y a pas que l'alimentation, il y a bien d'autres choses. Et en premier lieu, j'ai mis la cohérence cardiaque. Pourquoi? Parce que la cohérence cardiaque, c'est vraiment une technique physiologique de contrôle du stress. Donc, elle va permettre de réguler le cortisol. Donc, c'est quoi la cohérence cardiaque en soi? C'est atteindre un état particulier de la variabilité cardiaque et ça permet en fait, c'est la capacité qu'a le cœur d'accélérer ou de se ralentir pour s'adapter à son environnement. Concrètement, ça veut dire qu'on inspire et qu'on expire selon un rythme spécifique pour arriver à avoir 6 respirations par minute. Je vous ai mis d'ailleurs 2 applications que je trouve intéressantes. Vous avez soit, donc l'une c'est une boule qui monte et qui descend, l'autre c'est la mer qui monte et qui descend, et vous suivez simplement, donc quand la mer monte, vous inspirez, quand la mer descend, vous expirez, et donc ça dure 5 minutes, et pendant 5 minutes, vous avez 6 respirations par minute. Alors vous allez voir que le faire une fois, ça va déjà probablement vous apaiser sur le moment, mais qu'après 7 jours, donc il y a des études qui montrent déjà un net effet sur la production de cortisol grâce à cet instrument-là, donc à la cohérence cardiaque. C'est vraiment facile, c'est 3 fois 5 minutes par jour, matin, midi, soir. Le seul point auquel il faut faire attention, c'est pas le faire coucher. Il faut le faire assis, mais pas couché. Voilà, le deuxième élément, le massage. Alors ça, personne ne va refuser évidemment, mais le massage, donc ça permet de stimuler les récepteurs sous la peau de l'activité vagale. Donc en fait, c'est un massage profond qui va diminuer le cortisol, aussi d'ailleurs qui va permettre aussi de réguler la sérotonine et d'augmenter l'ocytocine qui, elle, est une autre hormone qui est plutôt l'hormone de l'attachement. Donc quand on est stressé, se faire masser, ça fait extrêmement de bien. Et enfin, le dernier point, c'est la marche ou l'activité physique douce. Donc, ça veut dire bouger. Pas nécessairement faire du sport, mais en tout cas s'activer et bouger. Donc, ça peut être marcher, ça peut être même simplement jardiner, ça peut être s'activer dans sa maison et nettoyer, etc. Mais en tout cas, c'est bouger. Et particulièrement, ce sont les activités en eau chaude qui vont avoir un effet de détente et un effet de régulation sur, de nouveau, le cortisol et la sérotonine.
Alors, pas une activité trop intense, mais un niveau d'aquagym, on va dire, correct, c'est tout à fait bien. Sport intensif, je déconseille. Pourquoi? Parce qu'en fait, en tout cas, quand on est dans des états de stress et surtout quand on rentre en phase d'épuisement, le sport intensif, en fait, c'est vraiment vécu comme un stress pour le corps. Donc, vouloir se lancer dans le crossfit parce qu'on a pris quelques kilos et qu'on est en pleine phase de stress, c'est vraiment pas une bonne idée. Vous allez simplement augmenter votre niveau de cortisol. Voilà, j'ai fini ma partie. Je repasse la parole à Lucille. C'était super intéressant. Alors, juste pour finir, pour concrétiser un peu tout ça, on vous a préparé une liste de favoris que vous retrouverez sur le lien. De toute façon, après le webinaire, vous allez recevoir un mail et il y aura l'information, en tout cas le lien, pour que vous puissiez avoir accès à tous les produits dont on vous a parlé, que ce soit les compléments ou les produits alimentaires. Et puis, pour les personnes qui n'ont pas encore commandé sur Casetomy, vous avez un petit bonus, 10 € de réduction avec le code webinaire à utiliser sur votre premier panier. Maintenant, donc il nous reste 10 minutes, c'est parfait pour répondre aux questions. Alors, j'en ai eu quelques-unes. Sandrine, je vais vous les poser. Pour les personnes qui sont avec nous, n'hésitez pas à aller dans l'onglet questions en bas à droite. La première question qu'on avait, c'était pourquoi le skyr / yaourt végétal est déconseillé au quotidien? C'est lorsque… non, je n'ai pas dit qu'il était déconseillé au quotidien. Je me suis mal exprimée alors. Je veux juste dire que donc au quotidien, il n'est peut-être pas suffisant en quantité de protéines au petit déjeuner. Donc, il faut, alors sans rentrer trop dans les détails, mais il vous faut à peu près 0,8 g de protéines par kilo de poids. Donc, chacun a une quantité de protéines qui en fonction de son poids, va consommer une quantité de protéines différente. Et que le skyr, vous n'allez pas atteindre, voilà, vous devez splitter entre le petit déjeuner, le lunch, mais vous n'allez jamais atteindre les 25-30 grammes de protéines au petit déjeuner avec du skyr. Hein. Ou alors, vous devez vraiment consommer une grande quantité. Donc, il peut faire partie du petit déjeuner. Mais ici, j'ai juste dit que dans la version rapide, voilà, on pouvait se satisfaire de temps en temps d'un skyr avec des oléagineux et des graines de chia, etc. Caroline demande, est-ce que le fait d'être végétarien peut accentuer les différentes carences? Tout dépend de nouveau de si vous atteignez votre consommation de protéines recommandée avec les protéines végétales. En tout cas, quand on est végétarien, alors j'ai envie de dire que vegan pose plus souvent problème. Végétarien, en principe, ça doit fonctionner. Il faut enrichir par contre votre alimentation tout le temps avec tout ce que vous pouvez trouver comme protéines. Donc entre autres, par exemple, les graines de chia, ce genre de choses. Donc, il faut vraiment enrichir l'alimentation végétarienne à tous les repas avec des aliments, enfin, des éléments protéinés. Possibilité d'équilibrer une journée de manière anti-stress en faisant le jeûne intermittent. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé du jeûne. Oui, tout à fait. Alors, ça fonctionne très bien d'ailleurs, mais attention, en supprimant le repas du soir. Donc, ça veut dire que, effectivement, d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, en principe, quand vous mangez comme ça le soir, vous avez très peu faim. Moi, j'ai même des patients qui ne mangent plus le soir, effectivement, mais simplement parce qu'ils n'ont plus faim, pas parce qu'ils veulent se priver ou parce qu'ils veulent maigrir. Donc, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas faim. Donc, je dis toujours, il ne faut pas se priver. Donc, si on a faim, on mange. Mais si on n'a pas faim, il ne faut pas se forcer. Et donc, effectivement, le jeûne intermittent avec la suppression du repas du soir peut être intéressant dans plusieurs cas, et notamment dans la perte de poids. Louis demande si on peut revoir cette conférence et si oui, comment. Alors, c'est moi qui vais répondre. Louis, comme toutes les personnes qui ont participé, vous allez recevoir un email après ce webinaire où vous aurez le lien du replay, plus le lien des favoris que vous pourrez retrouver sur Casetomy, dont on a parlé, à la fois les compléments et la nourriture. Et puis, avec le code avantage pour les personnes qui n'ont pas encore commandé. Donc, tout sera dans le mail juste après. Aurélie demande, lorsque l'on a un travail stressant, faudrait-il prendre constamment du magnésium? Entre parenthèses, quelle fréquence peut-elle être adaptée si nous sommes forcés d'être exposés au stress souvent? Alors, j'ai envie de dire que moi, le magnésium, je le conseille à tout le monde. En tout cas, toutes les femmes. Donc, d'office. Donc, en plus, donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec une alimentation équilibrée, vous n'arriverez déjà probablement pas à votre apport recommandé. En plus de ça, vous avez chez les femmes les œstrogènes qui consomment du magnésium. Et si en plus de ça, vous avez le stress
qui en consomment également. Et pour peu que vous buviez un peu de café, c'est juste une catastrophe. Donc, alors la quantité exacte, elle va dépendre évidemment de tous ces paramètres-là, mais en tout cas, le minimum pour avoir un effet, c'est 200 mg. Alors, je précise de magnésium élément, donc faites toujours bien attention de regarder sur les boîtes. Ce qui est intéressant, c'est la quantité de magnésium élément, et on peut aller jusqu'à 600 mg par jour sans aucun problème. Autre chose à préciser, j'ai beaucoup de patientes qui arrivent chez moi en me disant « Si, mais je prends du magnésium, je prends un comprimé tous les matins ». Alors ça, il faut savoir que ça ne sert strictement à rien. Pourquoi? Parce que suite au mécanisme que je vous expliquais tout à l'heure concernant le fonctionnement du magnésium, c'est que quand le rein va repérer qu'il y a un fort taux de magnésium dans l'organisme, il va juste l'excréter. Donc votre comprimé de magnésium, il passe aux toilettes. Donc en fait, quand vous prenez du magnésium, c'est toujours important de répartir les prises sur la journée. Idéalement matin, midi, soir. Et si ce n'est pas possible, en tout cas matin, soir minimum. Y a-t-il de réels tests pour savoir si nous sommes carencés en sérotonine et dopamine? Alors, il y a des tests qui existent dans des laboratoires spécifiques. Oui, ça se fait. Ça se fait. Après, j'ai envie de dire que, en général, moi, je travaille sur base de questionnaires. Les questionnaires reflètent en général assez clairement les carences. Donc, ce n'est pas toujours nécessaire d'investir dans des choses qui coûtent parfois cher pour avoir un résultat qui n'est pas toujours meilleur. Alors, Mallory demande si d'un point de vue ressenti de la faim, peut-on supprimer le repas du matin mais le décaler à midi et celui du midi au soir? Entre parenthèses, sans protéines animales. Je le déconseille. Donc, c'est effectivement un peu l'idée du jeûne intermittent où on saute le petit déjeuner. La consommation de protéines est vraiment trop importante le matin pour la dopamine. Et donc, moi, je le vois, tous les patients qui arrivent chez moi qui soit ne mangent pas le matin, parce qu'il y a plein de gens qui ne déjeunent pas le matin, ou qui prennent des tartines de choco, systématiquement, j'ai des carences en dopamine énormes. Delphine demande comment réussir à réduire sa consommation de viande-poisson quand le repas du soir est le seul repas familial de la journée. Alors là, on rentre plus dans les considérations. C'est des choses que j'évoque aussi dans les entretiens, dans les consultations. Il faut voir, effectivement, chacun a sa propre conception du repas. Est-ce que dans une famille, tout le monde doit manger la même chose au repas? Ça, c'est déjà une première chose. S'il y en a un qui fait régime, s'il y en a un qui est malade, est-ce qu'on doit nécessairement tous manger la même chose? Est-ce que, les enfants, il y a moyen de leur faire consommer aussi de la viande, par exemple, ou des protéines le midi? On leur fait aussi des wraps. On modifie progressivement. Pour les enfants, il faut y aller progressivement, mais on peut modifier au lieu de 2 grosses tartines de pain ou d'une baguette avec très peu de protéines à l'intérieur, on inverse le rapport. On leur fait des bonnes salades à base de pâtes. Il y a moyen de modifier ça. C'est voir comment on peut mettre en place ces changements. Mais effectivement, en tout cas, c'est mieux de ne pas manger de viande le soir, ça c'est certain. Aurélie demande pourquoi la cohérence cardiaque ne doit pas se faire allonger. Alors ça, c'est une excellente question. Je ne suis pas spécialiste à ce niveau-là, en tout cas pas à ce point-là, donc je sais juste que quand on le fait coucher, ça ne fonctionne pas. Mais je ne sais pas vous en dire plus. Eh bien, voilà, ça va faire 1 heure qu'on est dans ce webinaire. On a répondu aux questions. Donc, une fois de plus, je vous précise que tout sera disponible dans le mail que vous allez recevoir avec la présentation, le replay, la liste de favoris de Sandrine avec tous les produits dont on a parlé aujourd'hui sur Cadidomi et le code de réduction pour les premières commandes. Eh ben, merci beaucoup Sandrine, c'était super, on a passé... Merci à vous de m'avoir invitée. Pour le premier webinaire, donc je suis ravie de cette première expérience. En plus, dans la semaine du bien-être, ça tombe très bien. Merci à tous les participants. Donc, on est vraiment très content pour le premier d'avoir eu pas mal de gens. Et puis, écoutez, je vous souhaite un bon mardi. Une bonne fête de la musique pour les Français. Et puis, à bientôt. À bientôt. Bonne soirée. À tous. Au revoir. Au revoir.